Dans le sport et la performance, certains se trouvent des excuses pendant que d'autres cherchent des solutions. Bienvenue dans Au cœur de la préparation mentale, le podcast de Mental au sommet. Je m'appelle Louis Korn, préparateur mental pour sportifs de haut niveau, et ici je te fais entrer dans de véritables séances, de vraies histoires comme tu ne les as jamais entendues. À chaque épisode, je t'emmène avec moi dans une prise de conscience et une leçon mentale qui peut transformer ta manière de performer. Mon objectif ? T'aider à devenir plus stable et plus solide mentalement quand la pression monte. C'est ton rendez-vous pour comprendre comment fonctionne ton mental et t'inspirer du vécu d'autres athlètes. Installe-toi confortablement, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un principe central en préparation mentale. Un principe qui paraît même évident, mais qui influence profondément la stabilité de la performance dans le temps. Et ce principe, je l'ai redécouvert récemment lors d'une séance avec le plus jeune athlète avec qui je travaille actuellement. Ici, je vais l'appeler Lucas, il a 12 ans et évolue dans une académie de golf. Travailler avec des jeunes oblige à revenir à l'essentiel, parce qu'on ne peut pas se cacher derrière des concepts complexes, on doit réussir à expliquer simplement ce qui soutient réellement la performance. Et ce retour à l'essentiel m'a rappelé quelque chose de fondamental, que la manière dont un athlète interprète ses moments difficiles conditionne directement sa capacité à performer sur la durée. À un moment donné de la séance, Lucas me dit « Je veux réussir chaque swing. Il faut que ce soit parfait. » Cette phrase, je l'entends sous différentes formes chez beaucoup de sportifs. Elle traduit une intention très répandue, vouloir sécuriser la performance en supprimant l'erreur. Derrière ça, il y a souvent en fait une croyance implicite, qui est que rater serait incompatible avec bien jouer. Et plutôt que de corriger cette idée, je l'ai amené à la questionner. Je lui ai demandé ce qui se passerait si tous ses swings étaient parfaits. Très vite, on est arrivé à l'idée que cette perfection deviendrait normale, et en fait que ce qui devient normal perd sa valeur émotionnelle. Parce que je lui ai donné en fait une image très simple. Par exemple, si tu manges ton plat préféré à chaque repas, pendant des années, le plaisir finit par disparaître. Non pas parce que le plat est moins bon, mais parce qu'il n'y a plus de contraste. En sport, le mécanisme est exactement le même. Ce sont les moments les plus difficiles qui donnent en fait du relief aux moments de réussite. Et en fait, c'est une clé essentielle pour un athlète. Parce que ce ne sont pas les erreurs qui nuisent à la performance, mais en fait la façon dont on les interprète. Une erreur n'est pas un verdict sur ton niveau, c'est seulement une information sur ce qui est en train de se passer. Quand un athlète cherche à supprimer l'erreur, il crée de la tension. Quand il apprend à la lire, il développe sa lucidité. Quand je parle de lire l'erreur, je ne parle pas de l'analyser pendant 10 minutes ni de se juger. Lire une erreur, pour moi, c'est l'observer sans s'y attacher émotionnellement, pour en extraire une information utile, ici et maintenant. Concrètement, une erreur peut donner plusieurs types d'informations. Parfois, elle t'indique un état interne, par exemple qu'il y a trop de tension, un rythme respiratoire accéléré, ou même une intention trop focalisée sur le résultat. Parfois, elle t'indique un décalage attentionnel. Tu n'étais plus vraiment dans l'action, mais dans ce que tu voulais absolument réussir ou éviter, ou même prouver. Et enfin, parfois, elle n'indique rien de particulier, si ce n'est que tu es humain et que la performance fluctue. Lire l'erreur, c'est donc se poser implicitement une question très simple. Qu'est-ce que cette action me montre ? Quand un athlète cherche à supprimer l'erreur, il la vit comme une menace. Le corps se tend, le mental se rigidifie et l'attention se fiche sur ce qui vient de se passer. À l'inverse, quand il apprend à la lire, il reste mobile. Il ne s'arrête pas à l'échec de l'action, mais à ce qu'elle révèle. C'est là que la lucidité apparaît. Et cette capacité-là permet à l'athlète de revenir plus vite dans le jeu, avec plus de clarté et moins de charge émotionnelle. Parce que la performance ne repose pas sur l'absence d'erreur, mais sur la capacité à continuer à jouer juste malgré leur présence. C'est souvent là que se fait la différence entre un athlète capable de répéter des performances solides et un athlète très dépendant à ses sensations du jour. À partir de cette compréhension, le regard de Lucas a changé. Son objectif n'était plus de contrôler chaque swing, mais de rester engagé dans ce qu'il faisait, même lorsque tout n'était pas optimal. Très concrètement, ça a diminué sa crispation
augmenter sa fluidité et améliorer sa capacité à rester présent après un coup raté. Et ce point-là ne concerne pas seulement les jeunes. Je m'en suis rendu compte en les côtoyant, qu'avec l'expérience et les enjeux, beaucoup d'athlètes développent au contraire un rapport de plus en plus rigide à l'erreur. Ils savent intellectuellement que les moments difficiles font partie du sport, mais émotionnellement, ils ont de plus en plus de mal à les tolérer. Chaque erreur devient lourde. Chaque passage à vide est vécu comme un dysfonctionnement à corriger immédiatement. Or, la performance n'est jamais linéaire. Il y a toujours des séances où tout semble facile et d'autres où rien ne fonctionne comme prévu. Chercher à lisser ces fluctuations est souvent contre-productif, parce qu'un athlète performant est surtout un athlète capable d'accepter ces variations sans remettre en question sa valeur ou ses compétences. Et c'est comme cela que l'on finit par lisser ses performances. Et ce concept-là, comme tu peux l'imaginer, je ne l'ai pas compris uniquement à travers les athlètes que j'accompagne. Je l'ai aussi vécu personnellement. Et avec le recul, j'ai pu m'en rendre compte. En 2019, lors de ma dernière année de formation pour devenir coach en France, à ce moment-là, j'étais aussi joueur de soccer. Et lors d'un contact violent avec un défenseur, je me suis déplacé le bassin. Le choc a entraîné en fait une rotation de ma colonne vertébrale. Et finalement, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Plus d'entraînement, plus de matchs, plus de déplacements. Je suis resté plus de 2 mois quasiment immobile, bloqué dans mon lit. Les journées se ressemblaient. J'étais à l'arrêt, la tête pleine. Je regardais le temps passer avec cette sensation étrange d'être là, mais sans vraiment avancer. Et à ce moment-là, vraiment, je n'y voyais rien de constructif. C'était frustrant, inconfortable, parfois même pesant. Et j'avais l'impression de perdre quelque chose, sans savoir exactement quoi. Et pourtant, maintenant, avec le recul, je réalise que si ce passage n'avait pas existé, si je n'avais pas connu cette immobilité et cette frustration, je ne suis pas sûr que j'aurais autant mesuré la valeur de la suite. Le fait de réussir et d'obtenir mon diplôme à l'arrache, puis de finalement trouver ma vraie voie avec la préparation mentale, et enfin, aujourd'hui, le fait d'être à ma place et de pouvoir t'adresser ces mots. Ce moment difficile a donné une profondeur particulière à ce qui a suivi. Et c'est exactement ce que vivent les athlètes dans leur parcours, souvent sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, pour revenir un peu au sujet, je veux expliquer un point fondamental. Tu n'es pas ta performance. Un mauvais moment ne dit rien de définitif sur qui tu es en tant qu'athlète. Il décrit simplement un état ponctuel dans un contexte donné. Quand performance et identité se confondent, chaque erreur devient émotionnellement coûteuse. À l'inverse, lorsqu'on apprend à les dissocier, on gagne en stabilité, en confiance et en liberté de jeu. En préparation mentale, on parle souvent d'outils, de routines ou de stratégies. Tout ça a son intérêt, mais sans ces bases-là, le travail reste bien sûr fragile. Le rapport aux moments difficiles, la tolérance à l'imperfection et la capacité à rester engagé malgré l'inconfort constituent le socle de la performance durable. C'est aussi pour cette raison que je continue volontairement à travailler avec des jeunes sportifs, parce qu'ils m'obligent à clarifier, à simplifier et à revenir aux fondations. Et très souvent, en fait, ce travail nourrit directement mon accompagnement auprès d'athlètes de haut niveau. Chez les sportifs expérimentés, le progrès vient rarement de l'ajout d'une nouvelle méthode, mais plutôt d'un réalignement avec des principes qu'ils avaient déjà compris, puis en fait progressivement oubliés. Donc si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, je t'invite à te poser quelques questions simples. Aujourd'hui, comment est-ce que tu réagis lorsque ça ne fonctionne pas comme prévu? Quel discours interne s'installe après une erreur? Et enfin, est-ce que ces moments-là te coupent de ton jeu ou est-ce qu'ils te permettent de mieux le comprendre? La préparation mentale ne consiste pas à chercher un état parfait en permanence. Elle consiste à développer une relation plus juste avec la réalité du sport dans toutes ses nuances. Très souvent, le vrai progrès commence simplement par un retour à la base. Merci énormément pour ton écoute et moi je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté Au cœur de la préparation mentale. J'entends souvent que le mental représente une grande part de la performance, mais je me rends compte qu'encore trop peu d'athlètes lui consacrent réellement du temps. C'est pour ça que je crée ces épisodes et tout le contenu que je partage sur Instagram, pour rendre la préparation mentale accessible et la faire connaître au plus grand nombre. Donc si tu as un ami,
un coéquipier ou un coach qui pourrait bénéficier de ce que tu viens d'entendre. Envoie-lui ce podcast. Parfois, une simple recommandation peut changer une trajectoire. Et si toi maintenant, tu veux aller plus loin et devenir un athlète plus stable et plus lucide, écris-moi directement sur Instagram ou remplis le formulaire dans ma bio pour qu'on puisse travailler ensemble. Et souviens-toi, la performance commence dans la tête et se construit tous les jours. À très vite pour un nouvel épisode.